Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique qui arrêtera la violence en Centrafrique. Avec l'installation de la Cour pénale spéciale, les autorités entendent apporter une réponse judiciaire, une réponse pénale aux nombreux crimes et atrocités qui sont commis dans ce pays depuis 2003. Mais cette Cour fait-elle l'unanimité? A-t-elle les moyens de sa politique? Son travail va-t-elle enfin permettre d'arrêter le cycle infernal de la violence en Centrafrique? Trois invités avec moi pour en parler. Monsieur Salomon Kotro, vous êtes un ancien député de la Centrafrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour. Et pour parler d'une cour pénale spéciale, pourquoi pas un avocat, Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Charles. Roka Rolling Landon, vous êtes, vous, journaliste centrafricain. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Toubé. Selon Human Rights Watch, la Cour pénale spéciale a le potentiel de briser la longue tradition d'impunité pour les atrocités en Centrafrique. Mais d'abord, de quel poids politique dispose la juridiction pénale? Y a-t-il consensus autour d'elle? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signé Ibrahima Dioumamba. Les efforts de reconstruction de la Centrafrique se poursuivent. Dans le cadre du chantier de la réconciliation nationale, l'État centrafricain a mis en place depuis le mois de juin 2015 une cour pénale spéciale. Cette juridiction est mandatée par les autorités pour enquêter, poursuivre et juger les crimes graves commis dans le pays depuis 2003. Dans un but de rechercher la partialité dans sa mission, des magistrats étrangers ont été nommés à la tête de cette juridiction. Nous pensons que le procureur devait être neutre, tout comme les juges. C'est pour cela que nous avons souhaité que cette cour-là soit installée. Nommé procureur de la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique par le président Faustin Archange Touadéra au mois de février 2017, le colonel congolais Toussé Muntazani Mukimapa est chargé de mener des enquêtes et d'engager des poursuites contre les auteurs des violations des droits de l'homme. Sa mission s'annonce difficile. Sa nomination ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique centrafricaine. La véritable question qui se pose, c'est quoi? C'est que d'ailleurs, ces juges ont été nommés sur la base des textes nationaux. Ces textes nationaux concernent uniquement des magistrats centrafricains. Or, l'ordonnance ou les lois qui ont été visées dans ce décret sont des lois chargées, censées gérer des cas de magistrats centrafricains qui ont prêté serment en tant que magistrats centrafricains. Ce qui n'est pas le cas de ces autres magistrats qui viennent du Congo démocratique, qui viennent de la France ou du Burkina Faso. Le début des travaux de la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique et notamment les enquêtes est prévu pour le mois d'octobre 2017. Même si le colonel Mukimapa a la confiance et le soutien des autorités et de la communauté internationale, il devra faire face au clivage politique et institutionnel. La bataille s'annonce déjà très rude sur le plan judiciaire. Je dois vous dire qu'en Centrafrique, État souverain, même si l'administration n'existe pas sur le terrain en réalité, mais au moins nous avons une cour criminelle qui existe et qui est capable de juger des crimes et délits commis par des Centrafricains. Alors on laisse cette cour criminelle de côté, on va donc désigner un procureur qui est de nationalité congolaise, un juge d'instruction qui vient, je crois, du Burkina Faso, et notre juge d'instruction, c'est une dame qui vient de la France. Donc je pense qu'un État souverain, dit de son nom, se doit de se donner les moyens de juger, n'est-ce pas, sur place, ses ressortissants. Arrivé à Bangui au mois de mai 2017, le procureur Muntazani Mukimapa a eu à gérer des dossiers de crimes de guerre et de violation des droits de l'homme par le passé dans son pays, la République démocratique du Congo. La tâche la plus difficile, selon certains observateurs, reste les exactions qui ont eu lieu depuis 2013 entre les milices Seleka et Anti-Balaka. Brice Nzamba, les juridictions pénales spéciales qui ont fait leurs preuves dans le passé ont été instituées soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies grâce au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, soit par l'Union africaine avec notamment les chambres africaines qui ont jugé Hissène Habré. Mais là,
On a une Cour pénale spéciale qui ne semble pas jouir de cette légitimité internationale. Un handicap politique à vos yeux? Écoutez, je pense qu'il y a... Bon, il ne faut pas dire d'emblée que c'est un handicap politique, parce que toute légitimité s'est construite dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a affaire à une deuxième génération de cours pénales dites spéciales aujourd'hui, parce qu'à l'époque, la première génération, on avait un peu ce qu'on appelait les tribunaux pénaux internationaux, pardon. Ouais. Voilà, ça a eu, c'était le cas par exemple de l'ex-Yougoslavie en 1993. Ensuite, on a eu le même cas un peu pour le Rwanda, tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors, ces genres de tribunaux étaient un peu entachés de quelques critiques, parce qu'on disait que c'était des tribunaux déterritorialisés, parce que la justice n'était pas rendue dans le pays où les crimes étaient perpétrés, et aussi parce que les décisions étaient lentes, le coût financier était assez exorbitant, et puis on avait le sentiment, pour le pays en tout cas, de se faire déposséder, et là c'est le cas de le dire, de la souveraineté. Et puis puisque la justice est toujours rendue au nom d'un peuple, alors on ne comprenait pas pourquoi les faits qui ont été commis dans un pays et la justice qui devait être rendue pour les victimes qui sont d'une nationalité d'un pays X devait être rendue dans un pays tiers. Donc il y a eu des critiques. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Donc c'est des cours pénales spéciales. Donc on a eu ça avec ce qui s'est passé au Libéria, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Sierra Leone, voilà, on a des chambres extraordinaires africaines avec ce qui s'est passé au Tchad. Mais ça s'est passé plus tôt. Là, c'était aussi déterritorialisé. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, il faut dire qu'on a des chambres mixtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une cour pénale, on peut dire mixte ou hybride, parce que la composition de ces tribunaux, en tout cas en l'espèce pour la Centrafrique, il y aura pour partie des magistrats centrafricains et pour partie des magistrats internationaux. Alors, en revenant à votre question sur la légitimité politique, il faut partir du principe que quand il y a des crimes contre lesquels on doit mener une instruction pénale, il y a forcément un soupçon, il y a forcément des soupçons, il y a forcément des doutes, il y a forcément de la méfiance. Parce qu'on s'est dit, sur quels critères va-t-on choisir les coupables ou ceux qu'on va estimer qu'ils sont coupables? Oui. Est-ce qu'on ne va pas en choisir certains et en oublier d'autres? Est-ce que si on prend tel magistrat, est-ce qu'ils ne vont pas être sensibles plutôt à telle cause et pas à telle autre cause? Donc la méfiance, c'est tout à fait normal, mais il appartient donc à la Cour pénale spéciale centrafricaine de construire sa légitimité. Et donc peut-être qu'on y reviendra. Alors, qui va-t-on juger et comment va-t-on les juger? C'est une question qu'on abordera après. Mais alors, la question aujourd'hui, puisque vous avez cité quelques tribunaux ad hoc, notamment celle du Rwanda, la Sierra Leone et les chambres africaines, ces tribunaux sont intervenus dans une phase post-conflit. Mais là, on a encore une situation sécuritaire qui est volatile en Centrafrique. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible, effectivement, qu'une Cour puisse sereinement travailler dans votre pays, la Centrafrique? Honorable Cotreau. Mais je pense que la question, elle est légitime. C'est vrai que c'est normal que vous posiez cette question. Enfin, vous savez, la Cour spéciale de Centrafrique a été la conjonction des acteurs. Non seulement la volonté du peuple centrafricain, mais la volonté aussi de la communauté internationale. Surtout à travers le Forum de Brazzaville, qui avait décidé à l'unanimité de mettre une cour spéciale de Bangui. Parce qu'ils estimaient qu'à l'époque, que la Cour pénale spéciale ne peut pas juger tous les crimes. Vu l'ampleur des crimes qui ont été commis en terre centrafricaine, il fallait qu'il y ait une cour spéciale avec des hommes ou des amis ou des centrafricains, des personnalités neutres, tel le cas du procureur qui est nommé, le procureur du Congo qui est nommé, pour qu'il y ait véritablement l'impartialité dans la désignation des coupables. Et donc, c'est au vu de tous ces éléments que cette cour qui a été mise en place pour punir, au moins pour la première fois, tous les crimes qui ont été commis depuis 2003, depuis 2004, on en a assez. Donc il était question que maintenant il faut qu'il y ait un tribunal, une cour pour traquer et juger pour la première fois en Centrafrique quand on tourne la page de l'impunité. Mais la question c'est, si on est d'accord sur le principe, est-ce que les conditions matérielles existent aujourd'hui dans votre pays pour que cette cour
que vous revendiquez tant. Justement, les conditions ne peuvent qu'être réunies si tous les acteurs, s'il y a la volonté politique de tous les acteurs, non seulement du gouvernement, et aussi de la communauté internationale à travers la MINUSCA, qui peut traquer et traduire ces criminels-là devant cette cour. C'est votre souhait parce que ça ne fait pas partie du mandat, en tout cas pas à notre connaissance, du mandat de la MINUSCA de traquer les criminels, d'aller les arrêter, de les amener devant la cour. Aujourd'hui, tout le monde sait et imagine qu'en Centrafrique, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Et donc, cette cour ne peut qu'avoir pied sur terre si la participation des forces des Nations Unies est effective pour que ces criminels soient traqués et traduits devant cette cour. Rocha, Landon, on parle d'un pays, votre pays, malheureusement, c'est un pays aujourd'hui sans véritable armée, sans police, sans gendarmerie. Vous pensez aujourd'hui que pour que cette cour soit efficace, une cour centrafricaine quand même, hein, ne l'oublions pas, vous pensez qu'il faut qu'elle s'appuie sur la MINUSCA finalement? Comme le disait tantôt, déjà bonjour, comme le disait tantôt M. Koutro, il est primordial que les autorités centrafricaines puissent compter sur les amis de la République centrafricaine, en l'occurrence la communauté internationale. Oui. Les Centrafricains eux-mêmes ont demandé l'aide de la communauté internationale pour résoudre l'intégralité même, je pourrais même dire, hein, de cette crise-là. Arrivé au moment, en 2014, quand les Centrafricains eux-mêmes manifestent cette volonté de demander qui est un tribunal spécial, une cour spéciale pour juger les violations des droits de l'homme. Ça veut dire qu'ils sont même concernés plus que d'autant. Ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, les magistrats viennent d'ailleurs, on en a besoin. Nous faisons partie d'une communauté internationale. Donc si on a besoin d'être aidés, on ne peut que dire merci. Effectivement, les 5 magistrats qui ont prêté serment il y a deux semaines, et d'autres qui vont arriver, oui. Voilà, plus le juge Makipa. Donc, aujourd'hui, nous avons au moins 6 personnes qui sont déjà là et d'autres vont arriver au courant du mois de juillet, les premières quinzaines du mois, dans une semaine, pour pouvoir, comme il le disait, donc il va y avoir une Française, un Canadien, un Burkinabé. Donc, qui constitue, les questions de compétences, on va les aborder tout à l'heure, mais je reviens à vous, Brice Nzamba. Posons le problème avec clarté et essayons d'apporter des éléments de réponse qui permettent de comprendre la situation sur le terrain. Aujourd'hui, des groupes armés s'affrontent encore. En Centrafrique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a aucune maîtrise de la situation sécuritaire. La MINUSCA s'est toujours défendue de ne pas être une partie prenante du conflit et donc de ne pas aller désarmer, puisqu'il y a un programme quand même qui est en jeu, désarmement et réinsertion. Aujourd'hui, on veut demander à la même MINUSCA d'aller arrêter des criminels identifiés pour les juger. Comment est-ce matériellement possible? Écoutez, ce que je pense, c'est que là, on est dans un cadre qui devient, c'est un cadre international, puisque cette cour pénale, son nom l'indique, c'est une cour pénale spéciale. Oui. C'est-à-dire qu'elle va fonctionner sur la base des règles spéciales aussi. Donc pour pouvoir permettre à la MINUSCA d'agir en tant que police entre griffes, c'est-à-dire puisque dans tous les cas, il va arriver un moment où il faut sécuriser les victimes, puisque les victimes pour lesquelles il va falloir rendre justice... Parlons d'abord des auteurs des crimes. Les victimes, on en parlera après. Concrètement, le procureur de la cour identifie un criminel à Bongassou. Oui. Comment fait-il pour l'arrêter? Voilà, ça, mais bon, en continuant, en poursuivant le discours, c'est qu'il faudrait faire. Il faut aller jusqu'au bout, puisqu'on est dans une procédure internationale. Il faudrait que les autorités centrafricaines puissent faire le nécessaire auprès de l'ONU pour obtenir, me semble-t-il, l'élargissement du mandat de la MINUSCA, pour rester cohérent. Parce que si aujourd'hui on reste dans le cadre du mandat de la MINUSCA, c'est pas réglementaire que la MINUSCA dépasse ses compétences d'aujourd'hui. Donc, puisqu'on est rentré dans une justice spéciale, allons jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi qu'il y ait une compétence spéciale de la MINUSCA qui va être une compétence dérivée de sa compétence initiale et qui donc pourrait lui permettre à la MINUSCA d'interpeller et d'attraire devant cette cour des personnes considérées comme des suspects, voilà, des suspects pour les entendre. Parce que si ces personnes sont par exemple des chefs de guerre, des seigneurs de guerre ou encore sont des miliciens, il est évident que ces personnes ne vont pas se laisser interpeller de façon volontaire. Donc je pense que toute cette question, à mon avis, si on la gère bien, ça peut permettre à l'État centrafricain ou ce qui reste de l'État centrafricain de pouvoir
déjà retrouvé une possibilité d'affirmer son autorité ou de reconstruire son autorité. Donc je pense que la Cour pénale spéciale peut être une occasion pour l'État centrafricain, d'une part, de reconstruire son autorité, et d'autre part, de poser les jalons de la fin de l'impunité dans ces pays. Voilà, parce que le problème, comme dans beaucoup d'États africains, c'est l'impunité. M. Cotro, plusieurs observateurs pensent que cette Cour spéciale est tout simplement une fuite en avant, c'est créer un problème supplémentaire par rapport au problème que vous avez déjà, et que la priorité aurait été d'abord de demander qu'il y ait un renforcement de la MINUSCA en termes numériques et de moyens, réussir à sécuriser le pays avant de penser à juger les criminels. Non, je pense que la mise en place de cette cour, elle est primordiale et nécessaire. Parce que vous savez, beaucoup de crimes ont été commis. Et ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Et donc, la MINUSCA, c'est vrai, bénéficie quand même de beaucoup de moyens pour pouvoir arrêter et traquer tous ces criminels. Le problème de la Cour spéciale, c'est aussi un processus. C'est un long processus, ils ont un mandat de 5 ans. Durant les 5 ans, on verra comment cette Cour va évoluer. Et donc, il y a un adage qui dit, le commencement, la peur de la justice, c'est le commencement de la sagesse. Et donc, il se peut qu'en mettant en place cette Cour, ces criminels, tous ces barbares, auront peur que, voilà, la justice est là, ils vont se mettre au pas. Par contre, ce qu'on peut craindre, c'est que ces criminels aussi bénéficient de beaucoup de soutien de la sous-région. Donc maintenant, il faudrait qu'il y ait la volonté de l'ensemble de la communauté internationale, qui plus est encore, de l'Afrique centrale et de la sous-région, pour que quand il y aura des mandats décernés à l'endroit de ces criminels, et que ces criminels, même s'ils fuient pour aller soit au Congo, au Tchad ou ailleurs au Soudan, qu'ils soient rapatriés au pays. Qui bénéficient du soutien de qui? Disons non, je dis... Allez-y. Ces criminels bénéficient justement des soutiens de quelques puissances de la sous-région, où à un moment donné, on finira par connaître tout ça. Donc, laissons la place à cette Cour de faire son travail et on verra la suite. Vous ne pensez pas au pouvoir nous indiquer précisément aujourd'hui quel groupe armé bénéficie du soutien de quelle puissance sous-régionale? Comme ça, on connaît les ennemis de la Centrafrique, on saura apporter les solutions. La Centrafrique aujourd'hui a besoin de l'ensemble de tous ses partenaires pour pouvoir l'aider. La Centrafrique n'a pas d'ennemis. La Centrafrique a besoin de tout le monde et ces groupes criminels qui viennent d'ailleurs, il ne faut pas aussi sous-estimer, il ne faut pas aussi ignorer que parmi ces criminels, il y a beaucoup de mercenaires étrangers. Et tous ces mercenaires-là, on a identifié ces pays. Qui sont financés par qui? Je ne connais pas exactement d'où vient leur financement, mais on connaît au moins le pays d'où viennent ces criminels. Le Soudan et le Tchad. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui ignorer tout ça, mais c'est à la Cour demain de nous dire exactement ce qui en est et que la justice soit faite. Le point qu'il évoque est très important, et je viens à vous tout de suite, il dit, et ça se voit d'ailleurs dans le chapitre 3 du statut, en tout cas du document qui institue la Cour pénale spéciale, elle va juger les criminels. Mais on ne dit pas quelle nationalité, on ne dit pas si ce sont des criminels centrafricains ou des criminels étrangers. Alors, les tribunaux que vous avez évoqués en début d'émission, on sait précisément dans le cas du Rwanda que c'est pour juger les Rwandais, donc pas les étrangers. Et là, on a une juridiction qui veut juger des crimes, mais ne dit pas quel criminel juger. Oui, écoutez, moi je pense que mon prédécesseur, il porte bien son prénom, Salomon, il est très sage dans sa manière de positionner un peu la question et de ne pas trop indexer. Mais ce qui est vrai, c'est que quand ces chapitres précisent que cette Cour va être chargée de juger les criminels, mais c'est pour des crimes graves qui ont été commis en Centrafrique. Et il va lui appartenir à la Cour, parce que la Cour, dans son fonctionnement, va devoir définir, parce que après, il faut définir les termes exactement. C'est quoi le criminel? Parce qu'à partir du moment où la Cour est chargée de juger des crimes graves commis en Centrafrique, c'est abstraction faite de l'origine des personnes qui ont commis des crimes, dès lors que ces crimes ont été commis en Centrafrique. Donc, il s'agirait d'enquêter, c'est-à-dire que donc c'est le procureur, en tant que c'est lui qui va instruire, c'est lui qui va mener les enquêtes, poursuivre. Il va lui appartenir, à partir de pouvoir
déterminer à partir des enquêtes, de se dire, bon, telle personne, il pèse sur cette personne des indices graves et concordants, de nature à faire penser qu'il aurait pu participer à la commission des crimes graves. Alors cette personne aujourd'hui se trouve dans un pays voisin, oui, c'est ça. Et à partir de ces moments-là, il va falloir anticiper, oui. C'est-à-dire que là, c'est la diplomatie qui va jouer. Donc, mais s'il vous plaît, ça nous fait déjà rentrer dans le chapitre des compétences donc, de la Cour. Je propose qu'on en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.